Et depuis 1994, le Congo ne fait que souffrir, perdre des millions de sa population à cause des différentes agressions que le Rwanda lance contre ce peuple. Il faut que ça s'arrête. Il faudrait que, en fait, les peuples de la région des Grands Lacs éventuellement se mettent ensemble pour arrêter Paul Kagame. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui, quelque part, les Rwandais en subissent les conséquences aussi, surtout les populations frontalières. Les populations depuis Ruengeri jusqu'à Bunagana, Kisenyi, Kibuye, moins, mais Kyangougou à la frontière de Bukavu et d'Uvira, je puis vous dire que ces populations aujourd'hui souffrent. Elles vivaient d'échanges justement transfrontaliers. Le commerce entre les gens de Bukavu et de Kyangougou était très florissant. C'est des populations qui, de toute façon, ont toujours vécu ensemble. Et Gisenyi et Goma, la même chose. Donc, il faudra vraiment que quelque part, on se ressaisisse, qu'on soutienne nos frères congolais contre les agressions du Rwanda. Nous sommes des Rwandais, oui, mais nous souhaitons avoir la paix dans notre région. Nous devons soutenir des initiatives qui peuvent ramener la paix pour tous les habitants de la région, pour tous les Rwandais, les Congolais, les Burundais, les Ougandais et autres. Et ce ne sera pas de la trahison, puisque le traître, c'est ce pouvoir qui s'en prend à ses voisins impunément. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Ça faisait au moins 2-3 semaines qu'on ne s'était pas vu ici à la radio Lumuri et je suis heureux de vous retrouver. Bonsoir chez vous en France, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, cher frère Célestin Habgimana. Eh bien, en France, tout se passe bien. Nous avons eu des élections, un premier tour d'élections législatives, comme vous l'avez sans doute suivi. Oui. Et là, on se prépare au second tour pour connaître enfin la composition de notre Assemblée nationale. Sauf qu'en attendant aussi, j'avais d'autres occupations, un petit repos pour des corps qui commencent à s'user comme les nôtres. Il fallait peut-être aussi me reposer un tout petit peu. Et là, je pense revenir en forme. Que cherchait le Rwanda en RDC? On se demande finalement, est-ce que ça n'a pas été un genre de cheval de Troie que la RDC a fait entrer chez lui, monsieur l'ambassadeur? Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que si on voit tout ça, il y a moyen de se poser des questions et de réfléchir un tout petit peu, monsieur l'ambassadeur. Vous avez fait une très bonne analyse. Hein. Effectivement, c'est le terme que j'utilise. Il s'agit d'un cheval de Troie. C'est une des techniques qu'utilisent les forces du FPR et de l'UPDF depuis 30 ans. Lorsqu'ils ont attaqué le Rwanda, Museveni a dit, ces jeunes-là, je ne les connais pas, sauf que ce sont des déserteurs de mon armée, et quand ils vont revenir en Ouganda, je vais prendre les sanctions nécessaires. Eh bien, c'était un gros mensonge. Museveni a continué à aider le FPR, il a envoyé des officiers, des hommes de troupes pour poursuivre la guerre au sein du FPR, des Ougandais, pure souche. Jusqu'en 1994, il y avait des Ougandais dans l'armée du FPR. Ensuite, là aussi, ils ont utilisé comme prétexte le rapatriement des réfugiés Tutsis. D'ailleurs, à l'époque, on ne parlait même pas des réfugiés Hutus, alors que le président du FPR était un Hutu et que beaucoup de ses amis étaient aussi des Hutus.
Je parle du colonel Kanyarengwe, pasteur Bizimungu et leurs camarades qui avaient rejoint le FPR, mais c'était toujours la même rengaine, le même objectif, le rapatriement des réfugiés de 1959. Eh bien, ce n'était pas ça en fait. L'objectif, c'était la prise du pouvoir au Rwanda et la préservation du pouvoir au Bahima qui dirigeait le Burundi. Il faut qu'on le dise aussi, parce que le Burundi a en ce moment-là participé à la guerre du FPR. Les munitions, les armes qui rejoignaient les lignes du FPR passaient parfois et souvent par le Burundi. Donc, il s'agit, pour une fois, il faut qu'on le dise. Museveni, vous dites qu'il est discret. Je ne pense pas. Museveni parle quand il a toutes ses cartes à main, quand il est à l'aise. En tout cas, en 2014, il l'a fait. Il a parlé au stade de Kigali, lorsque, à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire du génocide des Tutsis, il avait déclaré des choses ahurissantes auxquelles nous, on ne s'attendait pas. Il avait dit, eh bien, 20 ans après la guerre, je me rends compte où nous avons constaté que nous sommes les plus forts. Il a dit, nous les Nilotiques, nous sommes le peuple le plus fort de la région. Nous avons vaincu les Bantous, alors que nous n'avions pas les moyens en 1994. Aujourd'hui, regardez bien, nous avons plus d'argent, nous sommes plus riches qu'eux, nous avons plus d'armes, nous sommes mieux organisés, et donc il n'y a pas de doute que nous continuerons à les dominer. C'est le président Museveni qui l'avait dit au stade à Kigali, dans un discours officiel. On ne peut pas faire un discours comme ça, officiel, si ça ne correspond pas à la doctrine que vous avez en tête. De toute façon, il avait été applaudi par Kagame et par un certain nombre d'invités présents au Rwanda en ce moment-là. Ensuite, à plusieurs reprises, moi, j'ai eu accès à certaines déclarations privées du président Museveni. Vous savez, l'Ouganda a travaillé et peut-être continue à travailler ou à soutenir une partie de l'opposition rwandaise. Il y a une des personnes qui a eu l'honneur ou l'opportunité de rencontrer les hautes autorités ougandaises, y compris le président Museveni. Eh bien, d'après les confidences que cette personne m'a faites, le président Museveni lui aurait recommandé de s'allier avec des Hutus modérés, c'est la même rengaine qu'en 90, pour pouvoir vaincre Kagame. Est-ce qu'en ce moment-là, il croyait à cela? Est-ce qu'il pensait vraiment vouloir changer Kagame? Je suppose, pour des raisons qui lui sont propres. Mais il aurait ajouté un élément important auquel nous devons toujours garder à l'esprit et réfléchir. Un élément de division, en fait, puisqu'il avait dit que les Tutsis de l'opposition actuelle doivent tout faire pour garder la main, pour qu'un Hutu ne passe pas avant eux, et qu'à cette condition, il pourra soutenir toute l'opposition. Là, je suis en train de divulguer un secret de Museveni qui peut faire réfléchir les gens et leur faire comprendre la vérité qui se cache derrière tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a quelque part un plan caché pour faire triompher les mêmes, autrement composés. Alors que nous pensions à une réconciliation où tous les Tutsis seraient à pied d'égalité, où nous ne verrions que l'intérêt national et où la démocratie pourrait quand même prévaloir. Et ce n'est pas en réservant le pouvoir de décision à une seule ethnie, comme le pense Museveni, que le Rwanda pourrait entrer dans une nouvelle ère de démocratie. Alors, l'explication qu'aurait fourni Museveni, c'est de dire que si un Hutu ou des Hutus étaient prééminents dans la nouvelle organisation
de l'opposition rwandaise, qu'il y aurait risque que ces Hutus se retournent contre les Tutsis et reprennent tout le pouvoir parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont majoritaires. Je remercie beaucoup la personne qui m'a fait ces confidences parce que ça m'a aidé à ouvrir les yeux et je lui ai demandé, toi, qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, oui, c'est vrai, hein, il faudrait peut-être qu'à ce stade de notre combat, les Hutus prennent un profil bas pour ne pas qu'on les voit trop, pour ne pas effrayer les dirigeants actuels du Rwanda. Vous savez, lorsque quelqu'un vous dit ça, quand ça vient de la bouche du président Museveni et que vous-même vous y croyez, c'est probablement le même langage qu'ils tiennent au M23 et aux autres mouvements qui ensanglantent notre région. Si Museveni ou Kagame répètent cela à Makenga dans les réunions qu'ils font ensemble, comment voulez-vous que Makenga n'en vienne pas à bomber la poitrine pour dire, écoutez, effectivement, d'ailleurs, le général Muhoozi l'a dit, effectivement, nous sommes nés pour gouverner, pour diriger et dominer cette région. Eh bien, moi, je dis à nos frères, Rwandais, Hutus et Tutsis, d'évoluer vers l'autre sens. Il ne faut pas suivre les instructions ou les conseils de Museveni. Nous devons pouvoir nous-mêmes choisir notre voie, une réconciliation authentique, une réconciliation qui n'est pas soumise à un quelconque suprémacisme ou ethnocentrisme. Donc, l'objectif principal, qu'on ne nous trompe pas, c'est la prise du pouvoir par un groupe donné qui serait fidèle au gouvernement ougandais actuel et rwandais actuel de Paul Kagame et Museveni, donc, prendre le pouvoir militaire, parce que c'est l'armée qui, selon la logique de ces deux-là, c'est l'armée qui doit diriger la RDC. Et il faudra que dans cette armée, la composante Tutsi et rwandaise de manière générale prévale. Et si possible, que Kinshasa soit dominé par eux. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Vraiment, je mets en garde nos frères. Il ne faut pas que la logique de Kagame qui tend à sacrifier les Tutsis pour ses intérêts personnels, que ce soit cette logique qui continue à régir les relations entre le Rwanda et les pays voisins, l'Ouganda et les pays voisins. Donc, oui. La prise du pouvoir, pourquoi la prise du pouvoir? Parce qu'ayant le pouvoir en leurs mains, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont exploiter les ressources minières du Congo, ils vont tenir toute la machine économique. Mais au Burundi, ils ont essayé aussi, du président Nkurunziza. J'ai même entendu un discours du président Kagame lui-même qui disait ouvertement que nous n'allons pas rester les bras croisés parce que nous avons vu que ce qui se passe chez nous en 1994, la communauté nationale n'est pas intervenue pour arrêter le génocide, alors que c'est eux qui avaient interdit justement ça. Okay? Ce qui me fait peur pour le moment, c'est lorsque j'observe la situation au Congo. Donc, cette situation de provocation, d'aller attaquer à Bunagana, d'aller titiller tout le temps, attaquer, retirer, attaquer. J'ai peur que le M23, ce que nous appelons le M23, mais qui est en réalité justement le Rwanda et l'Ouganda, ne procède à la même manipulation, à la même manœuvre qu'ils ont faite au Rwanda et qui leur a réussi à 100%. J'ai vraiment peur que les Congolais s'énervent aussi et se ruent sur les rwandophones, surtout des Tutsis, et essaient de leur faire du mal, et que le Rwanda et l'Ouganda surtout trouvent la raison maintenant pour attaquer officiellement, pour aller sauver ces pauvres Tutsis de la RDC. Je ne sais pas ce que vous avez parlé de mon analyse, monsieur l'ambassadeur, parce que vraiment, j'ai grand peur lorsque j'observe ce qui se passe sur les médias sociaux, comment vraiment les Congolais sont remontés contre les Rwandais d'ailleurs, contre tous les Rwandais en général.
j'ai peur vraiment que ça aille trop loin, monsieur l'ambassadeur. Qu'est-ce que vous en pensez de ma réflexion, de mon analyse? Ben, la logique, comme vous le dites, c'est que Kigali fait tout pour énerver les Congolais, pour les provoquer, pour les mettre dans une logique de désir de vengeance contre la composante Tutsi de leur pays. Il y a beaucoup de Congolais qui ne croient d'ailleurs pas qu'il y ait des Tutsis au Congo, qui disent que ce sont des Rwandais vivant au Congo, transformés en ceci, d'origine Tutsi rwandaise. Moi, je crois et je suis convaincu que même dans l'histoire, il y a des Tutsis qui habitaient au Congo avant l'indépendance, avant même les événements du Rwanda de 1959. Personnellement, j'en ai connu quand j'étais petit. Et quand j'ai grandi, quand j'étais à l'université de Kinshasa aussi, je travaillais avec, j'étudiais avec des étudiants Tutsis du Congo, de Masisi, Rutshuru, en tout cas du Nord Kivu. Et puis les Banyamulenge, quoi qu'ils le disent, c'est quand même des Tutsis. Ils préfèrent s'appeler Banyamulenge, mais Banyamulenge, c'est des gens attachés à une colline, Mulenge. Mais ce sont des Tutsis. D'ailleurs, quand ils disent Duhara Rugo, combattons-nous pour notre ethnie ou race, ils parlent bien de l'ethnie Tutsi. Donc, moi, je ne souhaiterais pas que Kagame provoque assez les Congolais, suffisamment les Congolais pour les obliger à s'en prendre aux Tutsis du Congo. Mais en même temps, lorsqu'on voit la souffrance, les souffrances que le FPR et le M23 et Red Tabara infligent aux Congolais, d'ailleurs aux Tutsis congolais aussi, parce que quand vous allez dans le sud Kivu, au Vira, Minembwe et dans les autres villes de cette région-là, on vous dira que le Red Tabara, qui est censé être un mouvement Tutsi burundais, qui a comme objectif de renverser le pouvoir au Burundi, et qui est bien sûr financé, qui a été entraîné au Rwanda, puis transporté dans cette région en face de Bujumbura, il semble, et c'est confirmé par plusieurs sources, que le Red Tabara s'en prend aux Banyamulenge. Les Banyamulenge qui ne les soutiennent pas, ils les massacrent, le Red Tabara. Donc, une fois encore, comme au Rwanda de Kagame à l'époque, pendant la guerre, Kagame, lui, ne fait pas... il tue tout le monde. Tous ceux qui ne le soutiennent pas, il les tue. Mais en même temps, il fait comprendre aux autres qui le soutiennent qu'il est là pour les aider, pour les sauver. C'est cette logique tellement cynique, tellement diabolique qu'aujourd'hui, Kagame veut imposer aux Congolais. Moi, j'ai plus peur des effets directs de la guerre sur les populations civiles congolaises, qu'ils soient d'origine rwandaise, ou qu'ils soient banandé, ou qu'ils soient Bahavu, ou qu'ils soient Barega, qu'ils soient Bashi. Ce sont les populations congolaises qui souffrent avant les autres. Parce que c'est à elles que cette guerre est imposée par des étrangers. Vous savez, cher Célestin, avant 1994, on n'avait jamais connu pareille situation. Les deux républiques rwandaises qui sont succédées n'ont jamais agressé le Congo. Oui, il y a eu quelques petits soucis à l'époque des mercenaires de Bukavu en 67, mais il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de conflit ouvert, comme certains ont voulu le faire passer. Mais depuis 1994, le Congo ne fait que souffrir, perdre des millions de sa population à cause des différentes agressions que le Rwanda lance contre ce peuple. Il faut que ça s'arrête. Il faudrait que, en fait, les peuples de la région des Grands Lacs éventuellement se mettent ensemble pour arrêter Paul Kagame. Parce que Paul Kagame et son gouvernement et son armée, ils constituent l'ennemi public numéro 1 pour notre région. Parce que ce qui se passe au Congo aujourd'hui, quelque part, les Rwandais en subissent les conséquences aussi. Surtout les populations frontalières. Les populations depuis Ruengeri jusqu'à Bunagana, Kisenyi, Kibuye, moins, mais Kiangougou à la frontière de Bukavu et de Vira, je puis vous dire que ces populations aujourd'hui souffrent. Elles vivaient d'échanges justement transfrontaliers. Le commerce entre les gens de Bukavu et de Kiangougou
était très florissant. C'est des populations qui, de toute façon, ont toujours vécu ensemble. Gisenyi et Goma, la même chose. Donc, il faudra vraiment que quelque part, on se ressaisisse, qu'on soutienne nos frères congolais contre les agressions du Rwanda. Nous sommes des Rwandais, oui, mais nous souhaitons avoir la paix dans notre région. Nous devons soutenir des initiatives qui peuvent ramener la paix pour tous les habitants de la région, pour tous les Rwandais, les Congolais, les Burundais, les Ougandais et autres. Et ce ne sera pas de la trahison, puisque le traître, c'est ce pouvoir qui s'en prend à ses voisins impunément. Ce n'est pas les populations rwandaises qui doivent souffrir de ces aventures-là, juste parce qu'elles sont rwandaises, juste parce que le président Kagame au pouvoir aujourd'hui prétend travailler pour le Rwanda. Pas du tout. Il travaille contre les intérêts de notre peuple. Et donc, qu'il ne soit pas un jour étonné que les Rwandais eux-mêmes rejoignent ceux qu'il appelle les ennemis du Rwanda, qui sont en face, contre les prédateurs du FPR, de l'armée rwandaise et du pouvoir de Kigali. L'appel que je veux lancer à nos frères du Rwanda, Tutsi, c'est qu'ils se détachent ouvertement du pouvoir de Kigali, du pouvoir de Kagame, qu'ils le disent. Sinon, une fois encore, le peuple rwandais sera sacrifié pour les ambitions personnelles et diaboliques de Paul Kagame. Il faut absolument que les Rwandais se détachent, se désolidarisent de ces menées, qu'ils expriment leur solidarité avec le peuple du Congo. Sinon... Oui, mais peut-être ça vous couper la parole. Nous avons vu, il y a même pas 2 ans, si ma mémoire est bonne, où les réfugiés congolais, justement, oui, des réfugiés rwandophones congolais qui étaient là-bas à Kiwuye, ont demandé paisiblement de retourner chez eux parce qu'ils avaient faim dans les camps. Nous avons vu les résultats. On a tiré sans sommation 12 morts. Et d'autres sont passés devant les tribunaux. On va voir. Parce que, or, à ce moment, moi, j'ai eu la chance de parler avec certains d'entre eux et surtout de parler avec Davanya Mouenge, justement, tout à l'heure, j'en ai touché un mot tout à l'heure, qui disait, son Kagame, il veut vraiment séquestrer, c'est le mot, séquestrer, prendre les jeunes de ces camps pour les amener dans le camp militaire, leur donner des formations militaires. Pourquoi? À ce moment-là, on ne savait pas pourquoi, parce que on ne voyait pas son projet diabolique. Et j'emprunte vos mots, d'ailleurs avec lesquels je suis d'accord, je dois le souligner. Donc, ces jeunes ne voulaient pas être embarqués dans une entreprise dont ils ne voyaient pas l'issue. Surtout que, pour les plus âgés d'entre eux, disaient que déjà depuis 90, depuis 92, 93, justement, ils avaient subi la même chose, qu'ils avaient eu des pertes, qu'ils avaient eu des morts au sein de cette communauté, mais dont ils ne voyaient pas la raison. Pourquoi est-ce que vous nous envoyez sur les fronts pour mourir pour une cause dont nous ne voyons pas l'importance? Vraiment, surtout qu'on n'a pas abouti. On a déjà pris le pouvoir à Kinshasa avec votre Kabila. Nous avons déjà eu votre chef d'état-major, Kabalewe, qui était même chef d'état-major du Congo. Mais on s'est rendu compte que les Congolais se sont réveillés. Ils ont chassé l'armée rwandaise, ils nous ont retournés chez vous. Même les différentes tentations, les différents mouvements, les différentes rébellions qu'ils ont créées sous différents noms. Mais en réalité, c'est la même réalité. Mais tout ça, ça n'a pas abouti. Et en 2012-2013, ça a même abouti à la mise en place de sanctions contre le Rwanda. Nous avons assisté à la fureur de Kagame, qui ne comprenait pas pourquoi on lui imposait des sanctions à cause de ce qu'il avait fait. Donc, il niait faire au Congo. Il continuait à vraiment nier mordicus que l'armée rwandaise ne soutient pas, non, alors qu'eux, ils avaient des preuves. Jusqu'à ce que vraiment on utilise la force militaire pour les buter hors du Congo, et ils se sont repliés au Rwanda et en Ouganda. Maintenant, ils se sont réorganisés, maintenant, il y a l'attaque. Ça, c'est la réalité. Mais j'ai récemment vu un autre discours encore qu'il a prononcé il y a quelques jours ici,
quand on voit la fureur, vraiment, c'est qu'il y a une ire qui ne comprend pas pourquoi on met le Rwanda avec les problèmes du Congo. Mais quand je l'observe, je me dis, c'est pas possible. Comment il fait? Comment il arrive à savoir, lui, c'est ce qu'il fait, il le sait consciemment. Mais comment il arrive à tenir un discours? Vraiment, cet homme doit être très fort, vraiment. D'affirmer vraiment les yeux dans les yeux qu'il n'a rien à voir avec les problèmes du Congo, alors que sur le même moment, il y a des militaires rwandais qui ont été arrêtés avec la carte d'identité, matricule militaire, tout. Et il dit non, non, c'est pas nous, nous n'avons rien à voir. Mais il y a des fois quand même où ça le dépasse. Je me rappelle ce qu'il avait dit à propos du Burundi, il a dit, même si nous étions impliqués, là j'ai de traduire ce qu'il disait en Kinyarwanda, parce que celui-là avait dit en Kinyarwanda, il a dit, même si par hasard nous étions impliqués dans ce qui se passe au Burundi, ce sont eux qui auraient créé cette situation, qui auraient créé la situation qui nous aurait poussé à aller intervenir au Burundi. Donc, d'un côté, vraiment, je vois pas comment les Congolais, justement, là, je venais ce que vous venez de dire, en disant que les Congolais doivent essayer vraiment de se réveiller et de voir la réalité en face et d'essayer vraiment de ne pas mélanger, de ne pas faire d'amalgame entre ceux qui veulent nuire à leur intérêt et ceux qui veulent vraiment, oui, ceux qui veulent conquérir leur pays tout simplement. Donc, ne pas les confondre avec les Rwandais qui, eux aussi, sont victimes en quelque sorte. Parce que lorsqu'on dit Rwandais, ils disent Rwandais, donc les Rwandais, quoi. Ils ne savent pas que parmi les Rwandais, justement, même parmi les Wanyamulenge, il y en a qui sont victimes. Tout à l'heure, je parlais de 12 morts quand même, qu'ils ont tirés au Rwanda. Il y en a qui ont été condamnés, qui croupissent dans les prisons rwandaises maintenant. Donc, il faut vraiment que c'est ce qu'on doit faire pour qu'on puisse comprendre et surtout qu'ils ne tombent pas dans le piège dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que moi, je vois comment ça chauffe pour le moment sur les réseaux sociaux, comment, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y aurait quelqu'un qui faisait partie des militaires congolais des FARDC qui aurait été malmené. On a entendu les noms des généraux, des colonels, vraiment qui sont de hauts gradés des FARDC, dont on réclame les têtes, c'est-à-dire dont on réclame qu'ils soient limogés. On va dire ça comme ça, pas les têtes quand même, pas les tuer. Mais j'ai vu, quand le Rwanda continue à pousser, à les titiller, ça qui m'inquiète pour moi, franchement. J'ai peur qu'à un certain moment, on en arrive à les tuer, à les faire du mal. Et le Rwanda trouve maintenant la raison ou alors le prétexte pour aller vraiment intervenir maintenant des visous, maintenant d'intervenir vraiment comme ça au vu aussi de tout le monde, parce qu'il va dire qu'il va sauver les gens qui sont menacés. Vraiment, ça me fait peur vraiment, monsieur l'ambassadeur. Ça vous fait peur, mais en même temps, au nom de quoi le président Kagame doit voler au secours des militaires congolais d'origine rwandaise? Mais parce qu'il va dire que c'est les Tutsis qui sont menacés, qu'ils ne vont pas rester les bras croisés. Garder les bras croisés en 1994. Et voilà, tout ça. Tout ce que blablabla. On ne peut pas, si on suivait cette logique, il y aurait des guerres partout. Il y aurait des guerres partout. Pourquoi les Congolais ne diraient pas la même chose à propos de notre groupe ethnique rwandais? Pourquoi les Congolais ne suivraient pas le M23 au Rwanda pour tuer le danger dans l'œuf? Au nom de quoi le président Kagame est devenu le sauveur des Tutsis du Congo? Vous parlez d'un colonel, moi j'ai vu un colonel qui a été surpris en train de communiquer avec le M23. Donc, si nous commençons à dire que tout cela est faux, cela reviendrait à dire qu'il n'y a pas d'infiltrés ou de traîtres dans l'armée congolaise. Or, c'est prouvé qu'il y en a. Malheureusement, il y aura cette tentation, il y aura ce piège, hein, puisque c'est un piège. Ça me rappelle une phrase que m'a dit le président Habyarimana en s'adressant aux Rwandais, il disait « Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi ». Le piège de l'ennemi, c'était le piège tendu par le FPR pour éventuellement amener les gens à s'en prendre aux Tutsis. Cela a marché au Rwanda. Au Congo, je ne crois pas. Il y aura sans doute des traîtres qui seront débusqués, punis ou
carrément qui seront tués. Ça, je ne doute pas qu'il y en ait, hein, surtout dans l'armée, lorsque vous trahissez. C'est la peine capitale et c'est exécuté illico. Alors, il y a deux autres éléments avant d'en finir sur ce dossier que j'aimerais quand même aborder. En partant de l'exemple que vous avez donné, les réfugiés congolais à Kibouye. C'est maintenant que le Rwanda choisit de faire venir des migrants étrangers, pakistanais et autres, qui n'ont jamais demandé d'aller au Rwanda, donc qui viennent forcer. En Angleterre, il y a un grand débat aujourd'hui. Il y a même le prince Charles qui s'en est mêlé, qui dit que c'est une abomination. On ne peut pas forcer les gens à aller dans un pays qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont jamais choisi. Le prince Charles lui-même, qui viendra au Rwanda, plutôt à la tête de la délégation au Chagom, au sommet du Commonwealth, lui-même n'est pas d'accord, c'est peu dire. Il est contre le contrat signé entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, il y a eu aussi une autre déclaration du HCR qui s'oppose absolument avec véhémence aussi, qui s'en prend au secrétaire aux affaires étrangères britannique, qui lui reproche d'avoir donné de faux arguments, d'utiliser le mensonge pour pouvoir faire passer ce projet. Attendons, mais cela est très bizarre. Un pays qui ne veut pas rapatrier ses propres réfugiés, puisqu'on parle de la RDC d'ailleurs, pourquoi le Rwanda ne commencerait pas par rapatrier les réfugiés rwandais en RDC? Pourquoi le Rwanda ne commencerait pas par négocier avec les FDLR pour supprimer ce danger qu'ils considèrent comme un danger imminent, alors que les FDLR ne se sont plus manifestés depuis une dizaine d'années dans des attaques contre le Rwanda, alors que le Rwanda a eu accès aux sites occupés par les FDLR pour les massacrer, pour surtout massacrer les réfugiés rwandais de la région du Nord Kivu. Donc, c'est un prétexte aussi mensonger. Les FDLR ne constituent nullement un danger ou un risque pour le Rwanda. En revanche, nous, réfugiés rwandais, les responsables d'organisations chargées des questions des réfugiés, nous devrions poser la question et éventuellement soumettre des propositions concrètes pour le rapatriement d'abord des FDLR et des populations réfugiées rwandaises en RDC, dans le respect et dans la dignité. Il faut que Kagame utilise la logique qu'il brandit aux yeux des autorités congolaises en ce qui concerne le M23. Il faut qu'il commence à les appliquer à ses propres citoyens. Cette fois-ci, de vrais citoyens rwandais, les réfugiés rwandais qui sont au Nord Kivu, les FDLR, personne ne doute ou n'hésite à dire que ce sont des Rwandais, des ressortissants rwandais, qu'il utilise cette logique de rapatriement volontaire et pacifique dans le respect et dans la dignité de ces réfugiés. Avant de parler du M23, le M23, ce sont des Congolais, ils n'ont jamais été persécutés dans leur pays. Et le Congo n'a jamais utilisé les FDLR contre le Rwanda, contre le pouvoir de Kigali. Là aussi, il faut que les gens voient ce grand mensonge, le prétexte utilisé par Paul Kagame pour expliquer ses allées et venues, ses agressions, les massacres qu'il a commis, perpétrés contre les populations congolaises, contre les réfugiés rwandais en RDC. Il faut que les gens comprennent qu'il s'agit effectivement d'un prétexte, ou plutôt d'un subterfuge, pour poursuivre ces menées criminelles dans cette zone de la RDC. Oui. C'est très important à comprendre. Oui, il faut vraiment comprendre. Il faut essayer vraiment d'expliquer aux Congolais, parce que nous en parlons, parce que nous avons vécu ça. Les Burundais peuvent nous en parler parce qu'ils ont vécu ça. Donc, vraiment, chez les Congolais, ne tombez surtout pas dans ce piège d'essayer de vous rabattre sur tous les rwandophones, tous les Tutsis qui sont chez vous,
en pensant que vous éliminez ce que vous appelez les nommés, ce qu'on appelle les nommés. Parce que franchement, il faut bien faire la part des choses. Malheureusement, justement, c'est que ces gens sont très malins, savent se mêler, se mélanger avec les autres, et puis brouiller les cartes, de telle sorte qu'il est très difficile de faire la distinction entre ce qui menace réellement le Congo et ce qui n'ont rien à voir avec toutes ces manigances menées par Kagame et son fils, enfin, son neveu, parce que lui Mohozi appelle Kagame son oncle, donc son neveu. Donc, vraiment, il faudra essayer vraiment de faire gaffe, de faire attention pour qu'il ne soit pas porté par la colère et qu'il tombe dans le même piège dans lequel les Rwandais de 1994 sont tombés. Je pense que c'est très compliqué, c'est très difficile. Hein. Très difficile, je sais. Lorsque vous voyez des étrangers venir dans votre pays, massacrer plus de 10 millions de populations, commettre un génocide, en même temps rester impunis et aller même jusqu'à dire que ces crimes n'ont jamais existé, aller jusqu'à dire que Mukwege est un négationniste parce qu'il a parlé du génocide contre les populations congolaises et contre les réfugiés rwandais, eh bien, cela va peut-être nous conduire au prochain thème que nous allons aborder, parce que nous pensons et nous disons que le FPR, avec ses alliés congolais, AFDL et autres, le FPR a commis un génocide contre les Hutus rwandais, les réfugiés rwandais en RDC, les réfugiés burundais qui étaient là avec les Rwandais, et même contre les Hutus congolais, parce que dans le rapport mapping, il y a plusieurs sites sur lesquels, effectivement, le FPR a commis des massacres systématiques et ciblés contre les populations Hutus du Congo. Et donc, il faut que cela soit dit et que la communauté internationale accepte là aussi de regarder les choses en face. Pourquoi le FPR continue de s'amuser avec les Congolais? C'est que ces crimes restent impunis. Si la communauté internationale et même la RDC prenaient la peine d'aborder la question dans ce sens-là, de savoir que le rapport mapping fait partie des motivations de Kagame pour continuer à créer la confusion dans cette région, c'est-à-dire de désorganiser à la fois les autorités politiques, administratives et militaires de l'Est du Congo, et en fait du Congo de manière globale, c'est aussi pour éviter que le Congo n'aborde sérieusement la question du rapport mapping. Oui. Parce que pendant qu'il y aura des guerres au Congo, personne ne pensera à ouvrir des procès contre les auteurs des crimes documentés dans le rapport mapping. C'est ça aussi. Donc Kagame a beaucoup à jouer et à gagner dans la désorganisation de l'appareil judiciaire, hein, parce qu'elle fait partie de l'ensemble des institutions nationales, la désorganisation de l'appareil administratif, la désorganisation de l'armée et du Congo en général. Quand le Congo aura des troupes étrangères sur son sol et quand le Congo sera dominé par les forces favorables à Kagame, il est évident que personne ne pensera plus jamais à aborder le rapport mapping et à poursuivre les prédateurs, les criminels qui sont ceux du FPR et de leurs alliés. Oui, c'est aussi un autre objectif. C'est aussi un objectif caché dont on ne parle jamais. Et Kagame est prêt à tout faire pour que ce rapport soit enterré comme tous les autres avant lui. Oui. Avant de passer justement, tout à l'heure vous en avez touché un mot, avant de passer au deuxième thème de notre soirée d'aujourd'hui, à savoir que vous préparez les commémorations du génocide contre les Tutsis, contre les Hutus au Rwanda et au Congo, en RDC. J'aimerais quand même passer en revue un tout petit peu, jeter un œil sur les commentaires de ceux qui nous suivent, parce qu'il y en a beaucoup, il y a vraiment, et je vous remercie, chers amis auditeurs de Radio Lumuri. Et il y a des fois où nous faisons des émissions en langue nationale et nous pensons qu'il n'y a que les rwandophones qui nous suivent. Pour le moment, vraiment, je vois un grand nombre d'auditeurs qui nous suivent live en langue française.
Et vous êtes en train de donner les commentaires dont je vais quand même essayer de parler un tout petit peu. Mais je ne veux pas parler des gens qui viennent insulter les gens. Non, ça, je ne peux pas le dire. Mais j'aimerais quand même souligner quelqu'un qui nous a dit, par exemple, condamner le fait que le M23 porte la guerre dans les agglomérations. Il a confirmé que c'est un réel groupe, vraiment un groupe terroriste, justement. Parce que nous avons constaté hier, nous avons vu, c'est ça qui est bien avec le développement des médias sociaux. On vit presque live ce qui se passe. Nous avons vu les chars, justement, qui partaient à Bunagana. Et c'est comme si le mouvement M23 voulait justement mener la guerre au sein de la population, enfin, mener la guerre dans des endroits où il y a des civils. Ce qui fait que si jamais les FARDC avaient contre-attaqué ou avaient essayé de les contrer, il y aurait des balles perdues, des bombes qui tomberaient sur les civils et il y aurait vraiment beaucoup plus de morts civiles qui n'ont rien à voir avec la guerre. Donc, ce monsieur qui s'appelle Simbunga dit, les terroristes vont dans des agglomérations pour se servir des populations civiles comme bouclier humain. Et il précise, il dit, bravo aux FARDC qui sont repliés sans se battre au milieu des civils. Ça, c'est une analyse vraiment de cet auditeur qui nous suit live. C'est vraiment... Certains peuvent penser que les FARDC ont été vaincus, mais non. Ils pensent que les FARDC se sont repliés pour ne pas qu'il y ait beaucoup de victimes civiles qui n'ont rien à voir avec la guerre. Donc, il y a un autre qui s'appelle Boufoundou TV, que je remercie vraiment, dont je remercie de voir les commentaires, que ce soit en Rwanda et en français. Il dit, Kagame va au Mozambique, il va au Soudan, il va en Centrafrique, il prétend qu'il va là-bas pour stopper la guerre, mais il est incapable de s'engager pour chasser le M23 qui est chez lui, ça a été prouvé qu'ils se sont entraînés chez lui. Il dit, quel gars gentil, vous voyez vraiment l'ironie qui est dedans, quel gars gentil, il est destructeur tout simplement. Et il y a un autre qui dit, Monsieur Célestin, au royaume des impunités, les méchants règnent. Merci, merci Rosa. Donc, vous voyez que les auditeurs sont en train vraiment de nous suivre et de donner leurs commentaires et de donner leurs idées. Et vraiment, je vous encourage à continuer comme ça pour donner vos points de vue et vos commentaires. Avant de passer sur le premier commentaire, Célestin, je veux être d'accord avec la personne qui a envoyé ce commentaire. Les FARDC ne sont pas vaincus et ne seront pas vaincus. Il faut qu'on le dise et qu'on le sache. À Bunagana, il y a eu traîtrise. Les FARDC, ils ne se sont même pas battus parce qu'il y avait derrière et à côté de les Ougandais qui ont vite fait d'ouvrir les portes au M23 Rwanda. C'est pas c'est même pas une bataille perdue. C'est de la trahison par des forces qu'ils croyaient alliées. Mais tout ça va être redressé. Je pense que, personnellement, ayant suivi pratiquement toutes les guerres du Congo depuis 1960, je n'ai jamais vu autant de mobilisation de la population congolaise en faveur de leur armée. Un peu... il faut très bien le souligner, justement. Vous faites bien de le souligner parce que lorsqu'on voit la façon dont la population est soudée, et soudé vraiment derrière les FARDC et derrière Tshisekedi, qui pour une fois avait osé prendre vraiment des mesures. J'espère qu'il va aller jusqu'au bout, de se montrer, comme il a dit, c'est vraiment en lingala, je suis un citoyen congolais quand même, pour essayer vraiment de faire de façon différente par rapport à son prédécesseur de Kabila. Vraiment, lui, il est venu vraiment, j'espère qu'il va aller jusqu'au bout et qu'il va y arriver, pour essayer vraiment de continuer à unifier son pays, vraiment son peuple surtout, et vraiment qu'il regarde soudé, et surtout qu'il fasse en sorte qu'il ne tombe pas dans le piège dont j'ai parlé tout à l'heure. Vraiment, il faut vraiment le souligner très fort,
cette solidarité. On a vu des manifestations partout, ici à Bruxelles, partout à Kinshasa, au Congo. J'ai même ceux qui vont vouloir aller faire des manifestations au Rwanda carrément, qui étaient à Rusizi, là, qu'on a dû arrêter, qui voulaient carrément aller faire des manifestations au Rwanda. Les Congolais, j'espère bien qu'ils vont rester soudés comme ça, mais faire gaffe, faire attention pour ne pas tomber dans le même piège que les Rwandais sont tombés en 1994, monsieur l'ambassadeur. Oui. C'est exactement cela. Et la guerre n'est pas gagnée par les M23 Rwanda. C'est des épisodes qui vont passer très vite. Et vous parlez du soutien du peuple ou de la population, surtout à l'Est, mais aussi à Kinshasa d'ailleurs. Ces scènes de solidarité avec les militaires des FARDC, ça nous montre aussi une chose à laquelle nous ne sommes pas habitués, nous, au Rwanda. C'est qu'il existe une opinion publique au Congo, c'est que les gens s'expriment, c'est que les gens peuvent, si vous voulez, contredire même le langage officiel de leur gouvernement. Alors qu'au Rwanda, cela n'est pas possible. Je crois que le président Tshisekedi et son équipe ont compris, ou commencent à comprendre en tout cas, que s'ils ne soutiennent pas suffisamment les FARDC, et s'il y avait une défaite éventuelle des FARDC, que ce soit celle de Bunagana, puisqu'on parle maintenant de défaite alors qu'il n'en est, c'est de la trahison qu'il y a eu, mais si jamais il devait y avoir des pertes sérieuses de territoire de l'armée congolaise au bénéfice du M23, je crois que les jours du gouvernement et du président Tshisekedi seraient comptés. Parce que les Congolais, ils sont décidés à en finir. Au Rwanda, lorsque le président Kagame parle, tout le monde se plie et suit. Au Congo, il n'en est pas ainsi. Il y a une certaine démocratie. Il y a une opposition qui revendique et qui s'exprime. L'armée congolaise a aussi ces porte-paroles qui ne disent pas toujours la même chose que Kinshasa. Donc, on doit tenir de tout ça pour conseiller aux plus hautes autorités congolaises quand même d'être prudentes et de ne pas continuer à faire profil bas face aux menaces que font peser Kagame et Museveni sur leur souveraineté. Je vous remercie. Nous disons aux Congolais, d'ailleurs vous y avez fait allusion à un certain moment, tous les Rwandais ne sont pas derrière Kagame pour attaquer le Congo, pour aller massacrer les populations congolaises. Loin de là. Je dirais même que ces prédateurs ne constituent même pas probablement 1% de la population rwandaise. C'est des gens, des officiers, qui ont leurs intérêts personnels et qui veulent conquérir une partie du Congo pour continuer à l'exploiter, pour continuer à massacrer les populations congolaises, puis rwandaises et burundaises ensuite, parce qu'il y a un plan pour s'attaquer au Burundi. Et donc, nous disons à nos frères et sœurs congolais que nous sommes du même côté. Ce n'est pas parce que le pays qui les a agressés s'appelle Rwanda et que nous sommes, nous, des Rwandais, que nous soutenons les initiatives bellicistes. Eh bien, nous ne sommes pas du tout avec Kagame. Nous vous assurons notre soutien total. Et s'il y a des actions à mener contre cette guerre et contre ces agressions rwandaises, nous sommes prêts à les mener avec vous, quelle que soit leur nature. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?